Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire « Ok, mais vous êtes gentils les copains, vous parlez d'entrepreneuriat, mais moi concrètement j'ai un job, voilà, je travaille dans une boîte, j'ai développé certaines compétences, je suis reconnu, je suis valorisé dans mon équipe, j'ai mon salaire qui est assuré, mais j'ai pas d'idée d'entrepreneuriat. » Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0. On est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors c'est l'avant-dernier épisode de la saison 2 et ça fait déjà quelques épisodes maintenant qu'on est aussi disponible donc en vidéo sur YouTube. Donc si vous nous écoutez sur Spotify par exemple, eh bien vous pouvez aller voir sur YouTube. La chaîne c'est Trilem Media, je pense. Ouais, pour l'instant, c'est encore à mon nom, je pense, Julien Catella. Mais d'ici que vous l'écoutez, ça aura dû changer de toute manière. On va mettre le lien en description. Donc voilà, et pour ceux qui nous regardent depuis les premiers épisodes vidéo, vous voyez qu'on a un petit peu investi. Donc voilà, on espère que vous l'appréciez. On a maintenant chacun un micro digne de ce nom, un bel éclairage aussi. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Aujourd'hui, on voulait parler d'entrepreneuriat. Alors ça va être une discussion entre nous, tout simplement. L'idée, en fait, elle vient de Christian, qui disait que ce serait important qu'on puisse partager un peu notre expérience au niveau entrepreneuriat. Et en fait, dans le concept même d'entrepreneuriat, on pense souvent start-upper, quelqu'un qui lance son entreprise. Et en fait, en tout cas, nous, on a une définition qui est beaucoup plus large que ça de l'entrepreneuriat. Et on pense que chacun de vous peut déjà agir en tant qu'entrepreneur dans sa propre vie. Et c'est un petit peu ce qu'on voulait discuter avec vous aujourd'hui. Comment ça va les gars ? Ça va super, et toi Julien ? Très très bien. Un peu malade, alors, ouais, un peu malade, donc je vais tousser dans les blancs et de toute manière je vais tout couper au montage, donc vous n'entendrez pas ma toux. On peut peut-être déjà faire un petit tour de nous trois pour voir un petit peu comment l'entrepreneuriat finalement s'inscrit dans notre vie à chacun. Alors on a notre projet Trilem, dont on vous parle déjà depuis certains épisodes, qui est en soi un projet entrepreneurial, mais même à titre personnel, c'est vrai que chacun de nous, on a eu certains projets. Donc on va commencer peut-être par toi Christian, comment l'entrepreneuriat prend place dans ta vie ? C'est vrai que je reviens de loin parce que j'ai pas eu cette vision que j'ai aujourd'hui tout de suite. Pour ma part, ça a commencé, je dirais, avec la magie en fait. Ça a été mes premières expériences entrepreneuriales. Alors j'avais un agent, un manager. Ouais, un agent, Un agent. Merci, c'est ça. Un agent. manager, un agent qui me trouvait des contrats, donc il gérait toute la partie négociation, vente. Donc moi après, j'avais plus qu'à venir faire ma prestation. Finalement, je l'ai pas tant vécu comme pourrait le vivre un entrepreneur au sens strict du terme, c'est-à-dire vraiment la personne qui se dit bon bah voilà, il va falloir que voilà, je crée mon entreprise, je choisisse un statut, que je trouve ma clientèle, etc., que j'aille démarcher, tatati tatata. Là, j'avais toute cette partie-là qui m'était retirée, mais j'avais quand même en face de moi un client qui avait payé de l'argent pour voir ma prestation. Donc une certaine tension, une certaine attente. Enfin moi voilà, c'est important pour moi d'apporter satisfaction aux personnes qui décident de me faire confiance. Donc gros enjeu là, c'était plus ouais vas-y Christian, fais-nous un tour de magie. Là il y avait vraiment des comités d'entreprise qui avaient signé. Et en même temps c'est bien aussi d'avoir un agent parce que il n'avait pas ces complexes que j'aurais peut-être pu avoir moi si j'avais dû me vendre moi. Parce que quand on est son propre produit, c'est là qu'on voit toute la partie mindset va être également très importante parce que forcément, et toute notre psychologie, là aussi c'est comme sur les marchés, va avoir beaucoup d'impact dans plein d'éléments. Et notamment le fait de se vendre, de parler de soi, etc. Donc voilà, ça a été ça. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a une différence du coup dans la posture parce que finalement, tu peux être entrepreneur, mais être plus comme le salarié de ta propre entreprise. Et en tout cas, moi, dans ma définition, ce que j'entends de entrepreneur, c'est quelqu'un qui pilote. C'est quelqu'un qui pilote un projet, qui va essayer de le développer, qui va essayer de développer une audience, qui va penser à des stratégies. Donc, c'est intéressant la nuance que tu fais. C'est qu'on peut être entrepreneur en étant vraiment plus, finalement, même représenté. Nos services sont représentés par quelqu'un qui fait toute cette démarche-là. Et nous, on est plus dans l'exécution du produit ou du service. Donc ça, c'est effectivement une forme d'entrepreneuriat. Et toi, ça a été, du coup, ta porte-entrée là-dedans. Ouais. Vraiment, porte d'entrée, peut-être même quand j'étais coach sportif, en fait, peut-être même encore avant,
Parce que quand j'étais coach sportif, après mon école de sport, j'ai pu embrayer en fait directement sur un statut. Donc en gros, j'avais le choix, c'était soit j'étais salarié, soit j'étais entrepreneur. Et donc ils voulaient que je pose un numéro de SIRET, enfin voilà, que je m'inscrive en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir après me rémunérer. Mais bon, c'est lui qui définissait mes prix, etc. Donc C'était là fiscal, aussi, là. c'était plus un arrangement avec lui. J'étais un peu plus payé, mais en même temps, légal, ça. c'est pas très légal. À l'époque, j'avais accepté parce que voilà, ça faisait un peu plus d'argent, mais par contre, je cotisais moins pour la retraite. Voilà, bon. Mais c'est ça aussi qui m'a permis de me dire bon bah allez, il me fait une proposition, ça a l'air d'être simple, ça m'a permis de me lancer et d'avoir mon premier numéro de SIRET. En plus, comme j'en avais besoin avec la magie, parce que là aussi j'avais besoin d'être carré et qu'il fallait que bah là je génère des factures, donc bah ça m'a fait mettre un pied, on va dire, dans ce milieu-là. Et après, je dirais pour accélérer, ça a été vraiment après quand je suis passé thérapeute que je me suis intéressé donc du coup au fonctionnement humain, etc. Que j'ai dû après bah voilà progressivement me vendre en tant que thérapeute pour accompagner les personnes sur leurs blocages divers et variés, mais on va dire autour de l'émotionnel. Et bien en effet, ça m'a permis vraiment d'aller là clairement sur le terrain, dans des salons du bien-être, questionner les personnes, voir leurs besoins. Puis après, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Donc bon, mais globalement, voilà, là j'ai vraiment vécu l'expérience de j'ai une boîte, j'ai des clients. Je les rappelle, créer de la fidélité, j'essaye de favoriser le bouche à oreille, etc. Aujourd'hui, ma vision, elle serait plus large, comme tu l'entends, comme tu l'as évoqué, Julien. C'est vraiment cette idée de se dire, mais en fait, et j'en parle beaucoup maintenant dans mon approche de l'orientation professionnelle, on peut être salarié de sa propre vie. Enfin, on peut être entrepreneur, excusez-moi, de sa propre vie, justement, même si on est salarié. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette vision de se dire bon, bah, j'attends que ma boîte choisisse pour moi mon évolution professionnelle et être finalement on est dans l'attente, on est réactif, on est en réaction, mais on n'est pas proactif. Et là, c'est vraiment de se dire bon, bah, ok, aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, j'imagine sur certains épisodes, c'est cette idée de ok, mon patron, finalement, mon entreprise, c'est un partenariat, on avance ensemble, on a un projet pour soi, l'entreprise a un projet aussi et on avance ensemble dans l'atteinte de ce projet commun où on va être gagnant-gagnant ensemble, où moi je garde quand même en ligne de mire quel est mon vrai projet à moi à titre perso. Et ça, c'est quelque chose, si on l'a clarifié, c'est hyper important parce qu'on ne pourra plus jamais en fait nous en démissionner en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment les personnes qui ont un projet et ceux qui n'ont pas de projet. À la limite, on peut même être au chômage ou pas être en activité professionnelle. Du moment où on a un projet, on peut commencer à mettre en place un plan d'action, on peut commencer à mettre en place des choses, même pourquoi pas un side project, c'est-à-dire en parallèle de son salariat, commencer à mettre en place des choses, tester des choses, aller à la rencontre peut-être d'autres entrepreneurs. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut commencer à concrétiser pour arriver finalement progressivement à ses fins, sans forcément rentrer dans le truc vraiment que j'entends trop, c'est tout ou rien quoi. Non mais forcément il va falloir que je pose ma dème du jour au lendemain et puis je vais me retrouver, il va falloir qu'après l'argent rentre mais je vais perdre mon confort. Non, il y a plein d'autres chemins possibles et voilà. Bah écoute, tu viens de dresser la table de l'épisode, c'est exactement tout ça qu'on veut aborder, donc je pense qu'on va aller sur François. Parle-nous de ton projet entrepreneurial et après on va retourner sur tous les points que Christian a mentionnés. Quand c'est que j'ai commencé à avoir un projet entrepreneurial, tu veux dire ou que tu t'es senti entrepreneur finalement dans ta propre vie. Okay. Je pense que la vraie première sensation de l'entrepreneuriat, ça a été quand je suis arrivé en première année de l'ECAM, La Salle, l'école d'ingénieur que j'ai faite, où on a été en vadrouille pour la première journée d'intégration de l'école et où on devait travailler pour une association. Je pense que j'ai toujours eu ça en moi, parce que j'étais en train de réfléchir en même temps que Christian parlait, et je me suis dit, mais est-ce que j'ai déjà vécu des choses qui me ramenaient à l'entrepreneuriat d'une certaine manière ? Alors peut-être la musique, dans un certain sens, quand j'ai fait un peu de guitare et que je devais jouer pour l'incroyable talent. Il y avait un moment donné où tu te dis, bon, bah, faut quand même manager le truc, donc tu te donnes des deadlines, tu te fais un planning, mais j'ai pas trouvé ça tant entrepreneurial que ça, à part juste me bouger le cul et passer à l'action, qui est déjà une qualité quand même importante quand on entreprend. Je dirais qu'il y a peut-être cette envie aussi de faire de l'argent que j'ai toujours eu. Et ça, je me rappelle, il y a un souvenir qui me revient, c'est quand maman, elle allait au marché le mercredi, et où j'allais avec elle pour aller récupérer les pièces que les gens faisaient tomber entre les différents commerçants.
Et ça, je me rappelle encore, c'était... Là, il y a un business plan, là. Ouais, voilà, il y avait un business plan. Mais c'est exactement ça. Moi, c'était vraiment, je trouvais ça très comique parce que je serais jamais sorti s'il n'y avait pas eu ça. C'est-à-dire que techniquement, je serais peut-être resté à la maison, mais non, vu que je me dis, allez, avec un peu de chance, je vais tomber sur une petite pièce, un petit 10 francs, et c'était encore en francs à l'époque. Tu rentabilisais ta sortie, quoi. Voilà, je rentabilisais ma sortie. Donc, Mais je pense que la notion d'argent est d'argent, importante parce que sinon, en pense fait, qu'elle est c'est juste un importante. projet, à quelque part. Ben, c'est Tu ça. vois, il y a C'est ça. entrepreneur dans le sens j'ai un projet et comme tu disais, je vais passer un incroyable talent, je vais faire de la guitare ou même j'ai un projet d'organiser une fête d'anniversaire, ça peut être un truc aussi simple que ça. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a la notion monétaire, c'est-à-dire je vais être capable, j'ai développé un talent que je peux monétiser. Et je vais mettre sur le papier d'abord et ensuite dans la vraie vie un plan qui va m'amener à monétiser ce talent-là, cette compétence. C'est ça. Et c'est vraiment, je pense, et c'est ce que je disais là au tout début, c'est ce premier jour là à l'ECAM où je suis parti pour l'association Les Enfants Bleus en mode, on avait un paquet, on devait vendre ce paquet, tout ce sac en fait pour récupérer de l'argent pour cet assaut. Et j'ai adoré en fait faire ça. On était déguisés, donc forcément l'approche vers autrui était beaucoup plus simple parce que finalement on casse la glace directement, les gens se doutent quand même qu'on vient pour quelque chose. Et je l'ai vraiment vu comme une expérience entrepreneuriale, en tout cas moi de mon côté. Pas forcément mes camarades qui, je pense, on a eu marre de moi au bout de 2 heures parce que à la fin du sac, moi j'ai dit mais attendez les gars, là on vend beaucoup trop bien, le sac il est vide, viens on réinvestit quoi. Donc j'avais pris du cash de la cagnotte pour aller racheter. Bien sûr, j'avais fait le calcul. J'ai dit, bah attends, qu'est-ce qui est le plus rentable? On va prendre le gros paquet de Malabar, le gros paquet de sucettes, et qui coûte pas cher. Et on va vendre chaque À sucette l'unité, 2 euros, 3 euros. ok. Et en fait, on a dépoté ce jour-là. On avait fait, je sais plus combien. L'objectif, je crois, c'était 30 euros. Et puis, on avait triplé la somme, quoi. Donc, voilà, pour vous donner un peu cette idée, je pense que c'est à partir de là vraiment où j'ai eu un peu ce côté où, comme tu disais, ah, c'est intéressant. J'ai des skills, j'ai des compétences que là, je peux mettre à disposition pour un projet. Et là, c'était mes skills, en l'occurrence, de communication et de vente. Donc ça m'a beaucoup suivi. Je dirais qu'après, c'est en ECAM 5 où il y a eu cette réflexion, en 5e année de l'ECAM, où il y a eu cette réflexion, c'était la 4 ou la 5, ouais, entre les deux, la transition, où ils ont commencé à créer un projet entrepreneurial au sein de l'école. Du coup, je suis allé dans ces conférences et tout ça, dans ces petits entretiens, parce que j'avais pas forcément d'idées, mais j'avais envie de me regrouper avec des personnes, avec une communauté qui avait envie de créer. Et ça, je pense que c'est aussi important parce qu'on n'est pas forcément tout le temps au même niveau dans notre réflexion de l'entrepreneuriat. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'idée, parce qu'on n'a pas de projet, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, qu'on n'est pas bon à entreprendre. Il y a des fois, c'est juste une rencontre, quelqu'un qui nous tend la main. Non, je rigole. Non, à chaque fois, je pense à cette tirade. Non, mais sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut pas. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes à l'école qui s'étaient restreints finalement d'aller dans ce genre de meeting parce qu'ils avaient un peu peur de l'inconnu, de dire ah moi je sais pas ce que je veux faire, moi je sais pas, j'ai jamais entrepris et tout ça. Mais c'est ok en fait. Puis c'est tes premières armes et en fait c'était trop cool parce que j'ai pu rencontrer un peu des intervenants expérimentés qui avaient un peu de bagages et j'ai pu prendre les grandes leçons. Et je pense qu'il y a des grandes leçons dans l'entrepreneuriat comme en fait il y a déjà pas une idée. L'idée on s'en Alors, fout, attends, c'est l'exécution. On va revenir là-dessus. Bref. Tu vas trop vite. Ouais, il y a plein de choses à dire, hein. Mais par C'est contre, tu illustres un point fondamental, c'est le mindset en fait. Pour moi, ton histoire, quand tu dis ok, on devait aller chercher de l'argent et on avait ça à vendre. Quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, ou du moins qui n'a pas encore travaillé ce muscle-là, on va dire, il va être dans l'application de la tâche. Ok, on a 10 Malabar, je les vends, j'ai atteint mon objectif, merci, bonsoir. L'entrepreneur, il va toujours essayer d'aller plus loin, de prendre du recul, de dire notre objectif c'est d'amasser de l'argent, c'est pas de vendre les 10 Malabar. Donc si l'argent que j'ai vendu, derrière j'ai peut-être des articles avec effet de levier plus intéressant, je réinvestis, je revends, je comprends mon marché, je vois que tel produit se vend mieux, j'ai une équipe qui travaille pour moi, donc il y avait aussi un peu un côté management où tu disais ok tu couvrais Place des Terreaux, tu disais on envoie des gens dans et tel puis coin, là il y a des jeunes qui était sortent. juste, on était 4 et puis Bien la sûr. cause était juste, tu vois. Genre moi j'avais l'impression de servir à quelque chose. Voilà, ça c'est allait important. revenir à l'association. C'est cool quoi. C'était un bon projet.
Alors moi, tu me tends la perche pour parler d'un projet, justement. Je pensais pas en parler aujourd'hui, mais tu m'y as fait penser. Mais moi, typiquement, mon premier projet entrepreneurial, c'était un peu comme toi, mais la cause était beaucoup moins noble. Donc c'est vrai que je suis pas forcément fier d'en parler aujourd'hui, mais bon, j'étais un gamin et puis je voulais faire de l'argent. Mais moi, c'était avec un ami, on avait vu qu'il y avait des guides d'orientation, je me rappelle, qui s'appelaient La Taupe. Et La Taupe, en fait, un jour, on a vu, voilà, tiens, il était là à disposition au CDI, et il y avait écrit genre 3 € dessus, tu vois. J'étais en seconde, hein. Et j'avais pas de thune. Je voyais tous mes potes qui se payaient des cafés à la pause, et ben voilà, j'étais comme merde, moi aussi je veux me payer des cafés et tout, j'ai besoin de trouver un moyen de faire rentrer de l'argent. Et je m'étais dit, mais si ce truc-là, c'est écrit 3 € dessus, et que moi, que je l'ai gratuitement, déjà, ça part bien, tu vois. C'était le côté trader en moi déjà, qui se disait, ok, je peux avoir quelque chose à bon prix, et je peux le vendre pour plus cher que ce que je l'ai acquis. Et du coup, on avait commencé, mais vraiment au début, c'était parti en mode, viens, on l'essaye. Et en fait, on vendait ce guide d'orientation. Alors après, on savait qu'il nous fallait une cause, il nous fallait un motif, parce que ça va fédérer les gens. Donc on avait dit que c'était pour financer un voyage scolaire. Et en fait, ça a super bien marché. On a vendu, je pense qu'à l'époque, on avait vendu pour l'équivalent de 200-300 €. Donc ce qui est quand même pas mal. Donc tu vois, à 3 € le truc. Mais en fait, on avait des gens qui donnaient beaucoup plus. Tu vois, il y en avait qui donnaient 10, 20 balles. Et on s'était barré avec un carton complet. Il y avait des La Taupe à la maison pendant super longtemps. Je les cachais dans les tiroirs et tout. Bien sûr, j'encourage pas à faire ça. Hein. C'était pas une cause noble, comme j'ai dit. Puis à un moment donné, on a arrêté parce qu'on a réalisé. D'ailleurs, on passait à l'échelle supérieure parce qu'on voulait réinvestir l'argent. On avait commencé à acheter des cartes. Je me rappelle Magic l'Assemblée. On regardait la cote Black Lotus et on voulait revendre des cartes et tout. Puis il y avait un pote du coup, trading, avec qui je faisais le projet. Ah, c'était du trading. Et lui, il partait au Maroc. Donc il voulait acheter des statuettes qu'on allait revendre et tout. Fait que là, ça partait en mode gros business. Mais au final, je pense que c'est là que j'ai développé mes premières armes, déjà de vendeur, d'avoir un projet, d'être enthousiasmant, on va dire ça comme ça, et aussi d'avoir la notion, ok, là on avait une cagnotte et comment on la gérait, comment on réinvestissait pour augmenter nos ventes, etc. Et c'est vrai que ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Après, j'ai eu d'autres trucs où je suis passé en mode plus... alors j'ai eu un moment où je voulais essayer le dropshipping. J'avais fait du print on demand. J'avais oublié. Donc là, j'avais créé un site web, j'avais créé des designs. Là, j'avais dû développer une nouvelle compétence qui était m'associer à des gens. Parce que quand tu es dans une entreprise en tant que salarié, ton équipe, c'est pas toi qui l'as choisi. En théorie, c'est tes collègues, voilà, tu fais avec. Mais là, je me disais avec qui je veux travailler. Donc, à l'époque, c'était Fiverr, tu vois. J'allais sur Fiverr, je regardais un petit peu les gens, je regardais leur prix, qu'est-ce qu'ils pouvaient délivrer comme truc, c'était quoi leur délai aussi, parce que moi, j'avais un calendrier que je devais respecter. J'avais fait aussi un sondage de voir, pas un sondage, mais j'avais estimé quels étaient les fournisseurs les plus intéressants, qui pouvaient livrer dans les pays où je voulais être présent, etc. Des compétences que j'ai acquises du coup sur le tas, mais qui aujourd'hui peuvent me servir dans notre projet entrepreneurial, par exemple. Là, peut-être, je veux faire un point sur le côté finance, l'aspect finance. Et moi, il y a quelque chose qui, pour moi, est vraiment flagrant, c'est les finances personnelles versus les finances professionnelles. Et c'est vrai que, donc moi, dans le magasin où je travaille, c'est sûr qu'on a un état financier, bien sûr, on gère du stock, on a un inventaire, et en fait, il y a plein de métriques qu'on a et qu'on utilise au quotidien. Donc par exemple, à la fin de l'année fiscale, tu veux réduire ton inventaire. Pendant les périodes où justement il va y avoir beaucoup de ventes, tu vas augmenter ton inventaire, etc. Et tu veux tout le temps gérer aussi un équilibre entre, par exemple, le nombre d'heures que tu payes à tes employés et puis le fait qu'ils soient là pour quelque chose. Donc effectivement, c'est un moment où il y a de l'affluence en magasin, des choses comme ça. Ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dans le milieu professionnel, une entreprise qui gère mal ses finances, elle va couler dans 1 an ou 2, même pas, peut-être moins que ça. Et dans nos finances personnelles, je constate autour de moi que la plupart des gens sont absolument pas sensibilisés à ça, ne font pas de budget, tout simplement. La plupart des gens que je connais n'ont même pas un budget de base dépenses-revenus. Donc quand ils dépensent leur argent, finalement, c'est un peu à l'aveugle en disant je sais pas trop du coup à quel point ça entame ma capacité d'épargne et potentiellement mon projet, tu vois, à long terme. Et même la réflexion, je me la suis reposée dernièrement parce que justement, moi, je fais des efforts colossaux pour épargner un maximum, pour investir, parce que bull run, parce que projet, etc. Et j'ai un collègue qui m'a dit, mais Julien, t'es trop strict avec toi-même, tu devrais te donner du loose, etc. Et j'ai compris ce qu'il a voulu dire, mais après, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il aurait dit ça si ça avait été pour le magasin ? Est-ce qu'on aurait dit à Gosselin, Gosselin, vous êtes un peu... donc Gosselin, c'est le magasin où je travaille.
vous êtes un peu trop strict là au niveau de vos dépenses, lâchez loose un peu, c'est bon, on peut se permettre de perdre un peu d'argent ici et là. Bien sûr que non, ce serait juste même pas recevable pour une entreprise. Alors pourquoi à titre personnel, à la limite, c'était quasiment mal vu que je sois aussi strict sur mon budget. C'est intéressant, non ? Ouais, c'est intéressant. De voir un peu comment chacun vit le truc, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'émotionnel. Et ça, c'est la problématique, c'est que l'entreprise, tu peux mettre des œillères et puis dire c'est froid. Un book comptable, tu vois, genre c'est froid, c'est des calculs et tout ça. Que là, on est en train de parler potentiellement, je sais pas, du cadeau pour Noël, pour ta chérie ou pour tes enfants, etc. Et donc, c'est pas pareil. Tu t'arrives pas, je pense, mettre les mêmes critères. Parce que c'est plus le même trigger derrière. Mais je comprends totalement ton point, hein, Julien, et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut quand même bien penser au fait qu'il y a quand même des coûts qui peuvent être des investissements et qu'il ne faut pas les oublier, ceux-là, par contre. Parce que des fois, à trop vouloir chasser tous les petits détails, on oublie. Et puis peut-être la loi de Pareto aussi. À chasser les 80% les plus chers, des coûts les plus chers, et pas se prendre la tête avec les petits trucs qui vont nous faire perdre plus de temps qu'autre chose, et plutôt se focus sur comment gagner de l'argent plutôt que comment diminuer ces 20 derniers pourcents de coûts qui sont négligeables en fait. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont genre carré au point de vraiment vouloir être au top du top et dire chaque euro qui sort de ma caisse, je sais pourquoi je le sors et ça, je le comprends totalement. Mais en fait, moi, c'est vrai que je vois mon projet du coup aujourd'hui entrepreneurial. Alors, il y a notre projet à nous, il y a la chaîne YouTube que j'essaie de développer, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai mon tableau Excel que j'ai commencé cette année. Donc là, on est au mois de décembre, donc je vais clôturer cet exercice, on va dire, comptable cette année. Et c'est vrai que j'ai tout mesuré. Et c'est super intéressant comme exercice parce que tu te rends compte, en fait, c'est vachement motivant de faire des économies parce que tu vois ce que tu en fais. Et en plus, comme mes économies, elles ne traînent pas sur un compte qui ne rapporte rien, je les investis, etc. Ça. En fait, moi, plus de liquidité, ça devient des munitions supplémentaires que je peux utiliser sur des investissements. Et moi, ça me fait triper de trouver sur quelle entreprise je vais investir, quel est le projet, quel est le truc. Et moi, aujourd'hui, c'est ça mon kiff, en fait. C'est même plus, je réalise que tu vois, j'ai une Xbox à côté. La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a 3 mois. Parce qu'en fait, c'est mon jeu, c'est le jeu dans la vraie vie, en fait. Quand je vois tout le monde qui est excité par GTA 6, c'est vrai que ça a l'air cool, j'ai envie d'y jouer. Mais en fait, tu peux faire de ta vie GTA 6, tu vois ce que je veux dire. Alors, on va pas flinguer les gens dans la rue, mais non, tu peux... pas, ouais, c'est ce que j'allais dire. tu peux, en fait, à un moment donné, putain, on n'a qu'une vie. Tu peux y aller, quoi, en fait. Tu peux rêver grand et tu peux mettre en place des choses pour arriver à ces objectifs-là, tu vois. Et si moi, mon objectif, c'est je dis n'importe quoi, d'aller chercher 1 million sur le bull run, eh ben, il faut que je sois congruent et il faut que je mette en place absolument tout ce que j'ai pu, qu'à la fin, si j'atteins pas mon objectif, je vais dire, Julien, franchement, high five, t'as tout donné. T'as tout donné ce que tu pouvais. Donc, tu peux pas t'en vouloir, on continue. Peut-être que ton objectif était trop ambitieux, peut-être que je vais le dépasser, on ne sait pas. Allez, donc, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Mais en gros, peut-être, potentiellement, pour certaines personnes comme toi, c'est peut-être la bonne chose à faire de mesurer et tout ça parce que t'as un esprit comme ça. Tu vois, t'es fait pour rentrer dans les cases, des trucs et tout ça. Mais à certaines personnes, ça leur prend beaucoup d'énergie. Tu sais, c'est quand même des décisions à prendre, c'est des actions à prendre, etc. Et ça, la problématique, c'est que on a quand même une jauge limitée de décisions qu'on peut prendre sur un laps de temps. Je sais pas, sur une journée, on va avoir une jauge. Il faut imaginer qu'elle diminue petit à petit. Et plus on va prendre de décisions, et plus du coup, elle va diminuer, et moins on va pouvoir faire peut-être des actions qui pourraient nous rapprocher beaucoup plus vite de notre objectif. Et en gros, moi, c'est ça que je dis, c'est potentiellement, tu te sens super intéressant d'avoir rempli toutes tes cases, et c'est super bien, et je pense que il faut le faire. Mais tu vas peut-être te faire chier à beaucoup d'égards à essayer de faire que tout soit parfait, alors peut-être que tu aurais fait 80% de ça, tu aurais mis peut-être un peu moins de temps là-dessus, et tu aurais peut-être récupéré toute une jauge de décisions que tu aurais pu réallouer sur le projet Trilem, par exemple. Et du coup, tu aurais peut-être fait beaucoup plus boule de neige et tu aurais pu aller chercher, au lieu de diminuer, parce que diminuer les coûts, forcément, je peux diminuer qu'un certain nombre de coûts. Par contre, gagner, je peux gagner beaucoup. Je peux gagner techniquement l'infini. Hein. Mais je veux dire, là, pour l'instant, on n'a aucun revenu. Donc, faire 300% sur notre revenu, ça va pas être compliqué, puisqu'on ne gagne rien. Et en fait, je le vois ça comme un trade, quoi. Le risk-reward, il est tellement plus intéressant des fois de dire, je vais me reposer, je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être pas faire ça. Mais du coup, c'est pas très grave parce que
à terme, au final, je récupère cette jauge d'énergie et ça me permet d'aller plus loin. Ça peut aussi avoir du sens. Attention à ça, parce que le revers de la médaille de ça, c'est potentiellement de tomber dans une complaisance et de tomber dans, je sais pas, la paresse, la procrastination, etc., etc. Ouais, je pense que le secret, c'est vraiment dans la budgétisation aussi, de dire si je me fais plaisir. C'est vrai, c'est important du coup de ne pas être trop drastique avec soi-même parce qu'à un moment donné, il faut que ça reste agréable de vivre. Mais de le budgéter en disant, bah voilà, ok, moi je prévois, d'ailleurs une entreprise fait ça, hein. Ils ont un budget alloué pour les parties de Noël, pour les activités de team building, etc. Donc on devrait avoir une partie de notre budget qui dit ça, c'est du kiff, c'est du pur kiff non négociable. Et puis après, bah, du coup, je vais avoir envie d'augmenter cette enveloppe-là. Et pour le faire, bah, il faut que je performe, il faut que j'ai des chiffres. Donc ça va nous donner envie de continuer. François, tu parlais tout à l'heure de l'idée. Tu voulais aborder ce point-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, ok, mais vous êtes gentils les copains, vous parlez d'entrepreneuriat. Mais moi, concrètement, j'ai un job, voilà, je travaille dans une boîte, j'ai développé certaines compétences, je suis reconnu, je suis valorisé dans mon équipe, j'ai mon salaire qui est assuré, mais j'ai pas d'idée d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Moi, ce que je leur dis souvent, c'est, alors, déjà, ouvre vraiment tes possibles. Va pas tout de suite te poser à essayer de trouver une idée, c'est la moins bonne chose à faire en entrepreneuriat parce que potentiellement, comme tu dis, la personne, elle a des compétences, elle a un boulot, elle commence à être reconnue dans ce qu'elle fait. Probablement qu'elle se dit ah tiens, et d'ailleurs je suis tombé là-dedans donc je sais très bien, je vais reprendre la même idée de ma boîte ou un tout petit peu, je vais me nicher un peu ailleurs et puis je vais refaire ce que je sais faire. Je vais essayer d'être concret avec un exemple. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Je travaillais du coup en tant que freelance salarié pour une personne donc dans la formation de trading. À la fin de notre relation, je me suis dit, tiens, je vais créer une chaîne YouTube et je vais commencer à aussi proposer des formations en trading parce que je me suis dit, bah, j'ai les compétences. Tu le faisais pour lui, tu peux le faire pour toi. Voilà, c'est ça. Et je me sentais quand même pas moins compétent que cette personne. Et comme je voyais l'argent qu'il faisait, je me suis dit, bah, il y a forcément... Ah, ça, c'est une leçon que j'avais appris aussi à l'ECAM qui est super intéressant. Il y a toujours à manger entre les pattes des mammouths. Donc, peu importe je veux dire, ça, c'est la théorie de l'océan bleu et de l'océan rouge. Si on est dans un océan rouge, en effet, on va avoir beaucoup de compétiteurs. Mais si on est dans une niche, techniquement, on va pouvoir toujours manger un petit peu, gratter un petit revenu. Et donc, l'idée, elle se trouve là, quoi. C'était de se dire, bon, bah, je vais refaire à peu près la même chose, mais je vais être plus petit dans un premier temps, et puis après, j'essaierai de me différencier. Et bah, c'était une grosse erreur. Je pense que mes compétences étaient autres et que j'aurais dû essayer d'ouvrir tous mes possibles pour me dire, mais qu'est-ce que je peux faire réellement comme business. Et ça, c'est vraiment la réflexion qu'il faut avoir. Je pense qu'il ne faut pas partir d'une idée préconçue. Et pour ceux qui ont déjà une idée, ou ceux qui n'en ont pas, vraiment se motiver à aller rencontrer des gens. Je pense que ça, c'est la clé. Aller parler, en fait. Aller parler avec des personnes, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, ça se vit à 2, ça se vit à 3, ça se vit en fait à plusieurs. C'est rare quand même que le solo entrepreneur, ça fonctionne, pour moi. Je trouve que pour l'avoir vécu, encore une fois, d'être tout seul, devoir se motiver, devoir remplir tous les critères, alors à part si on est vraiment très rigoureux et qu'on a vraiment cet esprit très, très cartésien, à vouloir toujours checker toutes les actions. Et même malgré ça, même si on a cette personnalité, potentiellement, le risque là-dedans, c'est qu'on va peut-être pas aller prendre des décisions assez bold. On va peut-être pas être... Et donc, du coup, c'est ça qui est compliqué dans l'entrepreneuriat parce que on a besoin à la fois d'un cerveau qui va à la conquête, qui a besoin d'aller explorer des nouveaux territoires. Et en même temps, on a besoin de quelqu'un qui maîtrise les coûts, qui maîtrise les budgets, qui est très cartésien dans son approche. Donc on a besoin de la créativité, on a besoin de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment, si vous voulez commencer à entreprendre, c'est juste déjà, mais parlez-en autour de vous. Il y a forcément des gens qui ont aussi envie d'entreprendre, qui se le disent pas forcément. Comme je vous ai dit au tout début, à l'école, il y en avait plein qui allaient pas dans les trucs parce qu'ils avaient peur de dire « Ah, je sais pas ». Bah, c'est pas grave si tu sais pas. Pas grave, franchement, c'est ok. L'idée peut déjà te séduire et te mettre en action
Et c'est vrai que le réseau, en fait, à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vois, comme moi, par exemple, Flo, ça a été une rencontre au hasard d'un podcast, tu vois, et aujourd'hui, il m'aide énormément dans mon projet. Il en fait même partie, d'une certaine façon, parce qu'on contribue ensemble sur l'émission Tony X Challenge. Et dans la poche, ça va bien et tout. Mais là, je veux revenir sur un le point. Tony X Challenge? Parce que tu l'as pas encore pitché, ça. J'en ai pas Super pitché dans Balado intéressant. 3.0. Ouais. Alors, c'est sur la chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. En fait, le 20X Challenge, c'est Flo et moi, on s'est lancé un objectif. C'est sur 1 an, pendant donc ce qu'on estime être le bull run. Ça va se passer là dans l'année. C'est de réaliser une performance donc de 20X. Ça veut dire que nos $1000, on va les amener à $20,000. Alors, bien sûr, c'est un prétexte pour parler money management, pour parler, on va dire, type stratégie d'investissement, mindset, etc. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner à la chaîne et vous verrez. Alors, on publie pas toutes les semaines, mais par contre, on a un Telegram et je vais mettre le lien en description. Vous pouvez donc rentrer dans le Telegram et là, vous allez suivre au day-to-day quasiment quand on prend des positions. On partage du coup là-dessus. Alors, c'est pas un conseil en investissement, on donne pas des signaux. Je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont interprété comme ça. C'est vraiment pas l'objectif. C'est plus de vous faire découvrir des projets et de vous montrer un petit peu toute l'aventure dans laquelle on s'est lancé. Ouais. Et abonnez-vous bien à la chaîne YouTube parce qu'il y aura plein de nouveautés qui vont arriver sur 2024. Vous verrez, il y aura pour tout le monde. C'était l'appel à l'action. Je veux revenir sur un point et Christian, je pense que tu vas pouvoir nous apporter tes lumières. Tu disais tout à l'heure, François, que c'est vrai que des fois, on pourrait penser, et ce serait logique, de dire moi aujourd'hui je fais ça dans mon activité, donc j'ai développé une compétence là-dessus, et on veut faire la même chose mais pour nous. En fait, c'est vrai que je pense que c'est pas 100% des gens qui sont dans une tâche qui correspond parfaitement à leur talent. C'est pour ça qu'il y a autant de gens, à mon avis, qui sont pas épanouis dans leur job. Ou tu vois, il y a des fois, tu dis, tiens, moi, il y a 40% de mon activité, j'ai vraiment l'impression d'être sur mon X et je performe, mais mon emploi fait que je dois aussi assumer telle et telle tâche parce que voilà, on te le demande pour des questions de rentabilité, il faut que tu fasses d'autres trucs et tout. Comme moi, par exemple, je sais que sur l'opérationnel, je suis pas très très bon, mais on me le demande. Donc tu te dis, si je veux juste dupliquer ce que je fais moi en entreprise, ça veut dire que je vais emmener avec moi aussi ce 40-50% du temps où finalement, c'est pas mon talent propre. Donc j'ai l'impression que la bonne direction, on la trouve dans qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, comment je veux, et puis il y a peut-être aussi la notion de designer ta vie professionnelle. Christian, je te laisse là-dessus parce que toi, tu as beaucoup de points, je suis sûr que tu peux amener pour aider les gens. Ouais, c'est un sujet que j'ai creusé, que je continue à creuser parce que en fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce qu'il y a énormément de facteurs à prendre en considération. Moi, je pense que s'il y en avait déjà un qui peut vraiment aider, c'est quelque chose que vous avez évoqué au travers de vos réflexions, mais c'est la connaissance de soi. Mettre plus de conscience sur soi-même parce que déjà, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas une façon d'entreprendre, il y en a plein. Et on peut vite tomber dans ce piège de vouloir faire un copier-coller. Et encore une fois, chacun va avoir sa force. Il faut juste être conscient de c'est quoi sa force. On peut reprendre finalement un peu l'ikigai, c'est-à-dire, il y a des passions, il y a des choses qui nous passionnent, des sujets qui sont vraiment inspirants pour nous. Bon, ok, on a un sujet. Après, on va avoir des forces, des compétences. Alors, il va y avoir vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'inné, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais formé, mais vous savez le faire. C'est comme ça, c'est naturel pour vous, ça ne vous coûte pas d'énergie. Ah, mais toi, tu galères. Ah ouais, d'accord, je ne savais pas en fait. Et pour moi, en fait, c'est facile. D'autres choses, par contre, c'est plus compliqué. Moi, je sais qu'au début, j'étais timide. La magie m'a beaucoup aidé à me faciliter, à apprendre. Donc là, j'ai quelque chose que c'était pas fluide, c'était pas naturel pour moi, mais j'ai réussi à prendre de l'aisance, etc. Le théâtre, etc. Donc vous pouvez aussi vous développer sur des points. Par de l'apprentissage, par de la formation, par le fait même on pourrait dire de la pratique délibérée pour pouvoir vraiment aller chercher une compétence. Et puis quand vous mélangez ces deux éléments-là, après, ok, très bien, vous avez quelque chose qui vous passionne, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir mobiliser vos talents, vos compétences, si c'est des choses que vous avez acquises, au travers de votre emploi ou au travers de choses que vous avez fait peut-être à côté de votre travail. Et tout ça, après, ça doit répondre à un besoin. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ce que vous apportez, il n'y a personne qui va en vouloir, vous n'allez jamais pouvoir faire une transaction. Le but, c'est qu'à la fin, vous ayez apporté une solution ou un service qui réponde à un besoin, en fait. Et derrière, il y a un échange. C'est-à-dire qu'il y a un échange de valeurs. La personne, elle va vous donner de l'argent, qui est une valeur universelle, en échange de quelque chose qui va avoir de la valeur dans sa perception à elle. Et donc après, il y a aussi tout ce qui va intervenir là-dedans, c'est le marketing, comment j'introduis finalement ce service sur le marché, comment j'en parle, et comment
je le price, donc après, bon voilà, il y a réflexion sur le prix, etc. Donc là, après, on rentre vraiment dans des choses un petit peu plus techniques. Mais déjà, juste, si on prend du recul, ben, on va voir que ça va être un peu comme l'investissement, on peut faire des parallèles. Il y a des personnes qui vont investir, et puis qui vont se dire, ouais, non, mais moi, je veux juste trader, je veux juste prendre un peu d'argent facile. Ils ont une vision court terme. Il y en a qui vont peut-être juste entreprendre un peu en mode, j'investis, boum, je fais tant d'argent, et puis après, je recommence avec une nouvelle entreprise. Et ils vont pas forcément être dans la durée. Et c'est OK, c'est leur façon d'entreprendre. D'autres, moi, je suis plus comme ça, c'est vraiment de construire quelque chose, petit à petit, le bâtir et en faire un empire. Mais je suis parti de rien et on a monté quelque chose de solide. Et donc, j'ai une vision long terme. Donc, qui dit aussi ce type d'entrepreneur, bah, demande une vision. J'ai envie de dire, demande aussi un alignement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une cohérence entre l'homme, la femme et le projet. Sinon, ça ne tient pas parce qu'une entreprise, ça prend du temps, c'est de l'endurance. C'est comme quand on veut viser des gros rendements dans l'investissement, ben, on va pas avoir la même stratégie, on ne va pas regarder à l'heure ou à la minute, on va regarder plutôt sur des bougies hebdomadaires, on va avoir une vision plus large. Et donc là, c'est prendre du recul et se dire, OK, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, de l'enthousiasme. Et à partir de là, quand on se connaît bien, bah on va peut-être, et je rejoins ce que tu disais, ce que vous disiez tous les deux, Julien et François, c'est que on peut peut-être être solo-entrepreneur, mais ça n'empêche pas qu'on va peut-être avoir une communauté d'entrepreneurs avec qui on va pouvoir parler, échanger. Tiens, tu l'as fait comme ça, etc. Mais quand même gérer sa boîte tout seul, parce qu'il y en a qui sont peut-être plus à l'aise avec ça et qui sont pas du tout en mode, moi je veux pas forcément dealer avec quelqu'un en mode 50-50 départ, s'associer, etc. c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas la même chose. Et c'est pas fait pour tout le monde. Ça peut. Il y a des personnes, si tu leur dis, moi, entreprendre, c'est être tout seul, ils dépriment. Et peut-être ce qui va leur donner l'énergie, qui va faire que l'entreprise va décoller, c'est à partir du moment où il va être à plusieurs, à deux, à trois. Moi, je le vois bien sur les projets que j'avais avec moi-même, avec Renaissance, c'était une certaine énergie. Avec vous deux, c'en est une autre. Donc et ça peut être les deux, hein, c'est pas forcément l'un ou l'autre, encore une fois. Il y a peut-être des choses que je vais pouvoir mobiliser avec moi, avec Renaissance, et puis d'autres avec Trilem. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Moi, j'aime bien avoir mon petit laboratoire, j'aime bien aussi avoir des choses avec vous, voilà. Et c'est bien de se connaître en fait là-dedans, parce qu'il y en a, je sais que être tout seul, c'est pas possible. Il y en a, au contraire, ça va être être tout seul. Voilà, il faut se connaître par rapport à ça. Après, dans tous les cas, démarrer une entreprise, on peut le faire tout seul, mais je pense que quoi qu'il en soit, même si on veut être juste son propre patron, ça demandera de toute façon à avoir cette capacité de connexion. Parce que quoi qu'il en soit, il va falloir connecter avec ses clients, il va falloir connecter aussi avec des personnes qui vont être des partenaires, que ça soit des prestataires, des partenaires, parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire, il va falloir déléguer. Et c'est en ce sens-là où il va falloir des systèmes, il va falloir mettre en place des choses. Peut-être qu'il y en a qui vont être plus à l'aise à mettre le système et pas forcément être en relation client, d'autres qui vont être plus à l'aise avec la relation client, mais pas avec le système. Et comme tu l'as dit, François, ou Julien, je sais plus, ça nécessite plusieurs énergies et on n'est pas forcément de partout. Souvent, dans notre façon de fonctionner, dans notre câblage, quand on est très poussé dans un câblage, genre le côté très geek, alors après, je veux pas enfermer les gens dans des cases, hein, y a toujours des moutons noirs, mais souvent, quand on est très procédure, etc., moi j'en vois au travail, je dis pas qu'ils sont mal à l'aise avec les clients, hein, au contraire, ils sont très souriants, ils peuvent très bien gérer, mais ils vont être plus carrés. On sent qu'il prend, un peu comme moi, hein, qu'il prend les choses vraiment, voilà, bonjour, tac, il y a une procédure, on réfléchit un peu à des étapes, ça se fait indirectement, mais voilà, on sert le café, truc. Alors qu'il y en a d'autres, ça va être vraiment, c'est un peu fouillis, il n'y a pas forcément d'organisation, mais c'est hyper chaleureux, il va y avoir plus de connexion, on sent qu'il y a un petit plus là-dedans, même si elles aussi, elles ont appris à se cadrer, et puis les gens qui sont plus cadrés sont appris à être plus chaleureux. Et en fait, c'est plus on va savoir où est notre force, plus on va pouvoir miser plus là-dessus, et puis après savoir quel type d'entreprise nous convient, pour peut-être déjà s'orienter d'un point de vue salarié au bon endroit, parce que vous pouvez faire la même chose, mais vous le faites dans une entreprise vraiment à l'ancienne ou version start-up, ça va pas du tout être la même énergie, l'environnement sera complètement différent. Et pour le coup, vous avez juste changé d'environnement, mais vous n'avez pas changé le cœur du métier. Donc tout ça, c'est hyper important. Avoir une vision claire de votre projet, avoir un système, et puis commencer en fait, passer à l'action. Toutes ces choses-là sont essentielles et ça passe par de la connaissance de soi. Ce que je note, Christian,
dans ce que tu dis. Donc déjà, merci pour la précision. Quand je disais de s'entourer, c'était pas forcément de s'associer. Il faut bien faire la diff, je pense que c'est important. Mais ce que je note dans ce que tu dis et ça m'a fait tilter. Là, on a parlé de personnes qui potentiellement avaient envie d'entreprendre, mais des fois, il y a des choses qui nous bloquent. Tu vois, par exemple, tu as parlé de ta timidité tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir potentiellement un manque de confiance en soi, le problème classique de ne pas se croire à la hauteur. J'ai mangé le nom là. Ouais, Le complexe de l'imposteur. C'est le complexe de l'imposteur. Moi, ce que je donne comme exemple pour ces personnes-là qui sont peut-être vous vous retrouvez peut-être dans cette situation-là, si vous êtes en manque de confiance en vous, j'aimerais vous demander, parce que à quel moment vous vous sentez en manque de confiance? Et je pense que ça, c'est important. Ce que tu as dit, Christian, était très, très pertinent. Tu es timide de base. Moi aussi, je suis quelqu'un plutôt timide de base. Mais dans des situations, tu vas pas forcément l'être. Moi, par exemple, quand tu me donnes une guitare et que tu me dis chante, je vais pas être timide. Parce que ça n'a pas la cohérence avec le personnage dans lequel je suis. Et ce que j'aimerais donner aux personnes qui ont l'impression de tout le temps manquer confiance en vous, est-ce que vous avez un manque de confiance de vous tartiner votre petite biscotte le matin de confiture? Moi, oui. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ok. Non, Parce que la différence, c'est le contexte, en fait. La différence, c'est c'est le ça. contexte. Si t'es tout seul dans ta cuisine en pyjama ou si t'es devant ton PDG en train de pitcher un projet sur lequel t'as bossé depuis un an, et moi, je vous les dis enjeux maintenant, sont pas les mêmes non plus. Imaginez que vous avez le Parkinson. Ouais, ça Est-ce devient un challenge. que vous pensez que vous allez manquer de confiance de tartiner correctement votre biscotte? Potentiellement. Ouais. On se dit, je suis en manque de confiance. Comment ça? T'es en manque de confiance de quelque chose. À un moment donné, dans un contexte. À un moment donné, j'ai potentiellement manqué de confiance pour dire ce que je pensais à cette personne. Mais ça, tu vois, je rebondis là-dessus parce que c'est exactement ce que moi je disais dans mes conférences quand j'enseignais la photographie de rue. Et c'est vrai que la photographie de rue, c'est quelque chose qui challenge beaucoup les gens d'aller vers l'inconnu et proposer de prendre une photo ou même de photographier sans demander, mais du coup qui peut engendrer des réactions. Et j'ai plein de gens qui me disaient non, moi je peux pas faire ça. Et je disais, c'est pas la bonne question à te poser. La question, c'est est-ce que tu as envie de le faire? Si tu sais pas le faire aujourd'hui ou tu sais pas comment le faire, on peut mettre en place un plan. Moi, je peux t'aider, je peux t'orienter vers du contenu, je peux t'accompagner, on va le faire ensemble. Tu vois, on peut trouver des solutions. Mais si tu me dis que ça t'intéresse pas, que zéro, tu n'en as pas envie, on s'arrête là. On va pas perdre ton temps, ni le tien, ni le mien. Mais si tu me dis que tu as envie, mais qu'aujourd'hui, tu t'en sens pas capable, là, c'est le début de la discussion. On va pouvoir parler. Et je pense que c'est ça la bonne question à se poser. Si aujourd'hui, vous dites, tiens, j'ai envie de faire ça, mais je sais juste pas par où commencer, alors vous êtes déjà entrepreneur d'une certaine façon et vous êtes déjà à la recherche de solutions. Mais souvent, ces personnes-là vont se retrouver bloquées. Moi, je le vois parce que j'accompagne pas mal Alice là, dans sa création d'entreprise en tant qu'architecte. Et je vois que les étapes à chaque fois qui bloquent, c'est... en fait, c'est ce que tu disais, Christian, tout à l'heure. C'est une mauvaise connaissance de soi-même. On a l'impression d'être une autre personne par rapport aux autres. Et du coup, on se donne des contraintes qu'on ne devrait pas avoir. En fait, j'ai l'impression, dans notre façon d'agir. Parce qu'on veut plaire aux gens, parce qu'on veut plaire à la société, parce qu'on veut se plaire à soi-même. Sortez de tout ça, enlevez toutes les idées préconçues et dites-vous qu'en fait, il y a juste à faire. C'est deux choses là en fait que j'ai envie de vraiment pointer du doigt dans ce que vous dites, qui est hyper important et essentiel. Je l'ai peut-être pas assez précisé, mais quand je parle de connaissance de soi, en effet, il y a... Ça, c'est la porte d'entrée. En fait, même, je voudrais dire, pour moi, il y a vraiment un schéma qui est très clair. C'était sur un petit livre que j'avais découvert ça. Moi, j'avais entendu parler de connaissance de soi. Je pense que voilà, c'est quelque chose que vous avez dû entendre quand on rentre un peu dans le dev perso. Maintenant, avant, c'était 2-3 livres. Maintenant, quand vous allez à la Fnac ou 2 sites, peu importe, c'est des rayons et des rayons. C'est devenu un vrai business. Pour ça qu'il faut aussi prendre de la distance parce qu'encore une fois, ce qui a marché pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour vous. En tout cas, il y a cette idée que la connaissance de soi, elle va, à mon sens, émerger à partir de la conscience de soi. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de la conscience sur vous, de vous auto-observer, de prendre du recul sur ce que vous faites, dire tiens, ouais, c'est marrant, comme tu le disais, bah oui, quand je fais ça, en fait, j'ai confiance. Et quand je fais ça, bah, j'ai pas confiance. Mais, et là-dessus, c'est là où je voulais rebondir, c'est qu'on parle des fois avec le verbe être. Je suis... pas confiant, je suis timide. Et là, on associe une façon de se comporter, une façon d'agir
à qui on est, à notre identité. Et donc, du coup, on s'estampille timide et on se dit, bah non, mais moi, de toute façon, je peux pas. Je suis pas Moi, je entrepreneur. Mes déteste les parents, gens ils qui font étaient, ça. ils étaient fonctionnaires. Non, faut pas les détester. C'est juste que, en fait, il y a juste une question de perception sur soi-même. Et donc, le regard que vous portez sur vous va directement définir ce que vous êtes capable de Non, faire non, non, ou non, pas. mais je pensais typiquement aux gens qui rentrent dans la pièce et puis, tu sais, genre, parce que, je sais pas, genre, t'as un enfant qui arrive, puis il est un peu timide comme ça, et puis tu vas avoir le gars qui va faire Ah, mais toi, t'es timide, toi. Tu vois. Mais ça, je trouve ça trop débile, c'est trop dommage, parce qu'en fait, tu ancres en fait une idée dans l'enfant qui va être super difficile à enlever, parce que tu lui dis, elle est comme ça. Mais non, c'est juste, mec, elle te connaît pas, elle t'a jamais vu, elle a juste pas envie de te dire bonjour, c'est tout. En fait, ce qu'il faut comprendre après avec du recul, alors c'est plus petit, c'est plus compliqué pour un enfant, mais avec du recul en grandissant, c'est de comprendre qu'en fait, de toute façon, les gens, ils vont vous juger parce que c'est Bah, bien naturel, sûr, on c'est juge, naturel, on on se est juge d'accord, soi-même, les hein. gens nous jugent, c'est normal, c'est comme ça, C'est normal. c'est le jeu. Donc faut dealer avec ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les jugements qu'on porte, c'est les jugements qu'on se porte à soi-même. Donc moi maintenant, ça c'est hyper intéressant quand je me reprends en train de juger quelqu'un, je dis hop, 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 hop. Regarde-toi dans la glace et regarde ce que tu es en train de dire à l'autre et regarde si c'est pas cohérent par rapport à toi. Des fois, c'est pas sur le même domaine, ça va être un peu différent, mais je me dis, ok, déjà tout de suite, j'arrête de me mettre sur un piédestal et je me remets au même niveau que la personne et je me dis en quoi elle me fait grandir. Et à partir de là, on peut se dire, ok, en fait, c'est... Ok, l'autre, il m'a posé cette étiquette, c'est pas contre moi, c'est pas pour être méchant, c'est juste, ok, il m'a dit ça, donc ça parle de lui, mais en même temps, je l'ai attiré, tiens, et en quoi ça me parle, et comment je peux peut-être, moi, prendre du recul par rapport à ça, et comme on se l'était dit sur d'autres épisodes, nos résultats ne nous définissent pas. Et quand on commence à se dissocier de ça, bah, vous vous rendez compte qu'en effet, du moment où, comme tu le disais, Julien, on a l'envie, on a l'enthousiasme, et c'est ça le départ, en fait, de tout, bah, à partir de là, on peut se former, on peut aller chercher des choses, et quand on voit des fois des success stories où ils sont partis de rien, ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient rien, mais ils avaient juste la niaque, ils avaient juste l'envie, et c'est ça qui a fait qu'ils ont tenu sur la durée, c'est qu'il y avait une vision, il y avait quelque chose de fort qui a fait qu'à un moment donné, peu importe les obstacles, peu importe les compétences, peu importe le « ah, je suis pas », non en fait, à un moment donné, j'y vais, parce que c'est juste une question de contexte et une question de perception. Comment je me vois. Christian, là, quand tu dis ça, tu me fais penser à quelque chose qui est récurrent et que ça, tu viens de mettre un point dessus qui, je pense, est super pertinent à transmettre ici aussi, si vous ne l'avez pas en tête. C'est le côté que souvent, on parle des success stories. On voit tout de suite les gens qui ont réussi et du coup, on part du principe que, bah voilà, moi je suis petit. En fait, c'est 0 ou 1. Et ce qu'on essaie de vous dire depuis le début de l'épisode, c'est que non, c'est toute une nuance de gris, toute une nuance de couleur, même, j'ai envie de dire, pour le coup, l'entrepreneuriat. Vous pouvez faire vraiment tellement de choses. Je faisais partie de ces gens-là qui voyaient 0 ou 1. Et c'est pour ça que quand je vous dis allez voir les autres, vous verrez qu'en fait, il y a plein de possibilités. J'aimerais mettre un point sur un truc qui est super important, c'est l'échec. Parce que ce que tu viens de noter là, c'est le fait que si j'ai une vision et que si j'arrive en fait à me maintenir sur le cap et à réussir à terme dans ce que j'entreprends, on regarde pas tout le chemin que j'ai fait. On regarde juste le résultat souvent. Les gens s'arrêtent juste au résultat. Et c'est là où ils disent « Ah ouais, mais lui, de toute façon, il a de la chance, il a réussi, il a machin, il a truc. » Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Il faut prendre 10 ans pour être connu du jour au lendemain. » Et ben voilà, si juste pensez à ça. Pensez au fait qu'il va avoir un chemin. Et ce chemin, vous allez certainement vous casser la gueule plein de fois. Moi, je note, hein, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat quasiment tout de suite après l'école, d'une certaine manière, avec mes premières expériences professionnelles, etc. Et tout au long de mes expériences, je suis resté dans la partie entreprendre. Je peux noter que très peu de réussite dans toutes les entreprises que j'ai vraiment faites, en termes de résultats concrets. Si je devais noter ma performance sur les résultats que j'attendais et les résultats que j'ai obtenus, techniquement, je suis un 0 pointé, hein, vous ne devriez pas m'écouter. Donc ça, prenez conscience de ça. Je préfère quand même Merci que les de nous gens, avoir écoutés. Non, c'est pas... Non, mais je pense que c'est super important. C'est parce que non, mais t'as raison. on est là, on discute, on donne nos visions sur ce qu'on pense dans l'entrepreneuriat, mais prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on dit et pensez pas qu'on a toute la science infuse. Loin de là. Par contre,
comprenez que l'échec, il va faire partie du chemin et que c'est super cool parce qu'en fait, vous allez apprendre et puis vous allez dire, ah mais là, je fonctionne pas comme ça, en fait, je fonctionne comme ça et c'est trop bien et je vais pas tiens, et si je vais me positionner plutôt comme ça, et du coup, potentiellement, vous allez réfléchir différemment pour le prochain projet, et vous vous positionnerez toujours un petit peu mieux, un tout petit peu mieux, un petit cran en plus, un petit cran en moins. Je sais pas, Julien a parlé de dropshipping tout à l'heure. Julien, C'était un est-ce que tu essai. as réussi C'était un essai. dans le Non, dropshipping? absolument C'était pas. cool. J'ai Voilà. j'ai même pas vendu un seul t-shirt. Mais on Mais, apprend plein de choses. j'ai développé plein de skills, ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important de bien en prendre conscience. Beaucoup de personnes qui hésitent de se lancer, et en fait, c'est aussi ça. Ils se disent, ah ouais, mais c'est pas facile d'entreprendre. Non, c'est pas facile. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on a donné pas mal de pistes. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, moi, je pourrais faire la conclusion. J'avais Si vous voulez donner peut-être un dernier conseil j'avais deux petites choses que j'avais en tête. Souvent, l'entrepreneur, il va avoir des envies de certitude. Arrêtez de penser que vous allez avoir... En fait, ça va avec le biais du bon élève. L'école nous a appris à apprendre à répondre à des questionnaires où on est noté et à la fin, t'as on raison donne ou t'as notre tort, petite quoi. note, voilà, t'as Ouais. raison, t'as tort, etc. Et l'entrepreneuriat, c'est tout sauf ça. C'est un jeu infini. On peut échouer 150 fois, réussir une fois et faire la diff sur la fois où on a réussi. Du coup, techniquement, comme j'ai dit, si on devait noter ça, la personne vaudrait 0. Elle a échoué 150 réponses, mais elle en a réussi à une. Ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment penser, tout déconstruire en fait ce qu'on a appris au début à l'école. Parce que c'est juste la loi des nombres et toutes les actions qu'on va faire qui va faire que potentiellement on réussira un jour. Enlever ce côté du bon élève, passer à l'action sans se dire oui, je veux ma récompense, je veux mon bon point, quoi. Ça marchera pas. Pensez aussi du coup que la responsabilité, c'est la vôtre. On a tendance à remettre la responsabilité sur autrui. Souvent, les choses qui se passent bien pour nous, bah, c'est bien, c'est cool, c'est moi qui l'ai fait. Et les choses qui se passent pas bien dans le projet, bah, c'est à cause de machin, c'est à cause d'un tel, c'est à cause du temps, c'est à cause de je sais pas quoi. Là. Prenez vos responsabilités. C'est comme ça que vous en grandirez. C'est comme ça que vous récupérez. Parce qu'en fait, on veut pas échouer. Hein. C'est normal. Hein. On veut pas comprendre qu'on a fait de la merde. Prenez conscience que des fois, on fait des bêtises, on fait des erreurs, et c'est pas grave. Puis demain est un autre jour, et on fera mieux. Et c'est ma dernière leçon de l'entrepreneuriat. La motivation, c'est compliqué à avoir. La discipline, c'est difficile. La constance, c'est quelque chose que vous pouvez en tout cas acquérir avec le temps. Et moi, c'est ça que je vous recommande d'avoir, c'est de la constance. Essayez chaque jour de faire une petite chose. Une petite chose qui vous amène de votre projet. Ça peut être pas grand-chose. Ça peut être juste, j'ai ouvert mon fichier Excel et j'ai rempli 3 cases. C'est déjà très bien. Vous avez commencé. Ça peut être, j'ouvre un bouquin. Ça peut être, je me forme. Ça peut être, je sors dehors et je vais parler avec des gens. Je vais dans un meet-up. Ça peut être, j'écoute un épisode de podcast et j'oublie pas de mettre un like et à m'abonner. Super, Julien. Voilà. Enfin bref, vous avez compris l'idée et, On a bien compris, et ouais. chaque jour faites ça. Juste pour rebondir sur le dernier point qui peut être aidant dans cette idée de constance, et c'est une idée qui m'a été partagée par, je partage son nom ici parce que c'est un jeune qui est beaucoup plus jeune que moi, même plus jeune que vous, je crois, et qui est hyper avancé pour son âge. Il est hyper inspirant. Je parle d'Elliot Meunier. Il parle de l'économie de l'attention. Et il l'évoque sous 2 angles, l'attention sollicitée et l'attention dirigée. Et aujourd'hui, soit en effet vous êtes capable de capter l'attention d'une communauté, d'une personne vers quelque chose, et en tant qu'entrepreneur, vous voulez savoir gérer cette capacité-là, parce que votre business model, peu importe comment il est, je veux dire, de toute façon, si à un moment donné vous n'êtes pas capable de commencer par attirer cette attention, là tu parlais tout à l'heure, François, de tes costumes que tu avais, tu étais déguisé, etc., mais il y avait déjà un peu du Aïda dans ta démarche, hein. C'est ok, c'est qui lui, il est en costume, hein. Bah, il y a déjà comment j'attire l'attention et je me démarque des autres. Aïda, rapidement, pour les gens qui nous écoutent, c'est un acronyme pour dire attention, intérêt, désir et action. Voilà. Exact. Donc c'est souvent merci. un plan de structure pour écrire des mails, écrire des pages de vente, convaincre une personne, tout simplement.
Donc là, clairement, c'est ça, c'est comment je génère cette attention. Et ensuite, je vais être sollicité, parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. Et on le dit, hein, c'est en anglais, je crois qu'on dit payer attention. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est une forme d'économie. Vous êtes taxé tous les jours, que ça soit sur les réseaux sociaux. Alors si vous allez sur les réseaux sociaux, vous le savez, hein, c'est gratuit, mais donc du coup, c'est-à-dire que vous êtes le produit. Vous regardez un journal, vous regardez, je sais pas, vous êtes en train d'attendre votre bus, l'abribus. De partout, il y a de la pub. Si vous n'avez pas pris YouTube Premium, bah là, vous allez vous farcir de la pub. Il y en a de partout. Donc, du coup, c'est comment vous pouvez rester focus sur votre projet, sur ce qui est important pour vous et dans votre projet de vie, j'ai envie de dire, qui comprend toutes les sphères de vie, votre santé, vos finances, votre vie professionnelle, etc. Et au cœur de votre projet professionnel, où est-ce que vous allez allouer vos différentes ressources, que ce soit votre temps, votre énergie, votre, comme tu le disais, jauge d'attention. Tout ça, ça a des coûts et c'est pas des choses qui sont infinies, qui se rechargent peut-être d'une journée à l'autre, mais il n'y a pas que l'argent, il y a plein de ressources. Le fait d'avoir aussi du réseau, tout ça, c'est des ressources à prendre soin et à savoir où est-ce qu'on va concentrer notre temps, toutes ces ressources-là, pour pouvoir, je dirais, les mettre là où on a envie et là où on prend de l'énergie, là où ça nous recharge. Parce que c'est ça qui va faire que, du coup, on va être soit dans le projet de quelqu'un d'autre ou dans son propre projet. Et ça, c'est ce qui va nous aider à garder de la constance. Parce qu'à la limite, on peut avoir de la distraction. Mais encore une fois, si c'est quelque chose qui a été planifié, et qu'on n'est pas en train de subir cette distraction, que c'est nous qui l'avons décidé, c'est ok en fait. Ouais, la constance, faut pas forcément faire des grosses choses. Et à côté, du coup, dans son planning, on peut totalement se donner de la liberté. Là. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu me dis, parce que c'est ce que je fais actuellement. Là, je suis en train de jouer à un petit jeu sympathique, Outer Wilds, pour ceux qui connaissent, qui est super, super sympa, là, qui vient d'arriver sur Switch. Et puis à côté, bah, ça n'empêche que j'ai encore des travaux à faire dans l'appart. Et ben. Voilà, ce matin, je me suis fait les 2 petites étagères. Voilà, j'ai fait les 2 petites étagères, j'ai fait mon action de la journée. Et à côté, j'ai le droit de jouer. Ouais, très juste. Et la constance, je pense l'illustrer aujourd'hui. En fait, je suis malade comme un chien. Puis 3e podcast que je fais aujourd'hui. Et désolé, du coup, je vais essayer de couper toutes les au montage. Je pense que tu étais loin du micro, ça allait. Je l'entendais pas beaucoup. J'espère en tout cas. Mais j'aurais pu ce matin en me levant dire vas-y, fuck it, j'annule tout, je reste sous ma couverture et je regarde des séries. Mais je me suis dit non, il faut que je sois constant. Toutes les semaines, je publie mon épisode. On avait un épisode de prévu. J'avais une rencontre avec un mentor. Donc j'avais un interview également. Donc voilà, je l'ai fait et j'espère que ça vous inspire tout ce qu'on vous a dit. Donc moi, je vais résumer finalement en disant que l'entrepreneuriat, nous, ce qu'on a voulu vous dire aujourd'hui, c'est que c'est d'abord et avant tout un état d'esprit et c'est un parcours en fait. C'est pas un état donné dans lequel on se rend, c'est vraiment un voyage, le voyage du héros. Et en fait, l'entrepreneuriat, il peut prendre forme de plein de façons dans votre vie. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être salarié dans une entreprise et peut-être que ça vous donne envie de vous lancer dans un projet. On n'a pas trop abordé là on l'a évoqué sans trop rentrer dans le détail, mais le concept du side project. Comme Christian disait aussi, très important d'être au centre de sa vie professionnelle. Donc même si moi aujourd'hui par exemple je suis salarié d'une entreprise, je pense qu'il y a une notion aussi peut-être de temps et d'argent en fait. Moi je reviens toujours à ces 2 ressources-là. Ça veut dire que quand vous rentrez dans une entreprise, il y a des avantages. Vous avez l'avantage de rentrer dans une structure qui est déjà établie. Vous avez déjà des process qui sont en place. Vous avez déjà une notoriété qui est acquise. Vous avez des clients potentiellement qui sont déjà là. Et du coup, vous pouvez être amené à développer beaucoup de compétences. Vous pouvez avoir un salaire presque tout de suite. Si vous êtes embauché au Canada 2 semaines après, tu as déjà ton premier salaire. Donc, il y a un timing aussi. Alors que quand tu crées ton entreprise, tu repars de zéro. Et donc, du coup, il y a un moment où tu ne feras pas d'argent. Et par contre, tu vas avoir peut-être un peu plus de temps, même si là encore, c'est toujours la blague. Il y en a plein qui disent je voulais quitter mon 9 à 5 et finalement, maintenant, je bosse de 6h à minuit. Tu récupères pas tout à fait ton temps, mais tu vas pouvoir l'utiliser comme tu veux. Et chaque action que tu poses, tu sais que c'est 100% pour toi d'une certaine façon et tu co-construis pas le rêve de quelqu'un d'autre. Là encore, il n'y a aucun jugement là-dessus. S'il y a une entreprise qui existe, qui est très proche de vos valeurs, la mission, vous identifiez et vous voulez pas créer la structure, vous voulez vraiment aller à fond là-dedans. Mais encore une fois, vous pouvez être au cœur de votre vie professionnelle, comme moi je pense l'être aujourd'hui. Le premier objectif pour moi, c'était de m'émanciper financièrement. Et ensuite, c'est de récupérer mon temps et de pouvoir l'investir. Et là aussi, la notion qu'on a abordée aujourd'hui, c'est de faire une différence, d'avoir un impact dans le monde qui nous entoure. Et je pense que c'est ça le
le leitmotiv, on va dire, de tous les entrepreneurs, c'est de pouvoir avoir un impact. Alors, dans son marché et modestement, mais on a des entrepreneurs comme voilà, Bill Gates, Steve Jobs, pour en citer quelques-uns, Elon Musk. Voilà, c'est des gars, ils sont dans le futur. Ils changent radicalement l'humanité, même d'une certaine façon. Donc après, on n'aime pas encore, mais ils sont dans l'action et ils façonnent le monde tel que eux ils le voyaient en fait. C'est ça qui est super intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et comme disait Christian tout à l'heure, la notion, c'est vrai, en anglais on dit pay attention. Alors merci de nous avoir payé de votre attention aujourd'hui. On a quand même pris 1 heure de votre temps. Donc merci si vous êtes encore là et que vous nous écoutez toujours. Ça veut dire probablement que vous avez aimé le contenu. À ce moment-là, je vous invite à mettre un like sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait. On va essayer d'exploser cette chaîne YouTube. Abonnez-vous également si vous voulez voir un peu toutes les émissions qui s'en viennent. Donc là, c'est Balado 3.0. Et encore une fois, je vous ai dit qu'on avait donc des analyses tous les lundis matins des marchés. On a les cryptos, si vous voulez des interviews où on parle de crypto-monnaie. Et on a le 20X Challenge aussi. Donc pour l'instant, c'est les 4 émissions qui existent sur Trilem Media. Donc voilà. Merci encore. Merci François. Merci Christian. C'était super intéressant de parler de ça avec vous aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se revoit bientôt. Ouais, Yes. à très vite. Au revoir Julien. Merci Salut à tout toi. le monde. Ciao.